Bianco, bonjour. Bonjour. Que disent toutes ces polémiques, tout ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que ce sont des atteintes, selon vous, au principe même de la laïcité? Est-ce qu'elle est en danger, cette laïcité? Je ne crois pas que la laïcité soit en danger. Je crois qu'il y a beaucoup de polémiques qui sont liées à des postures qui visent à exciter les gens et qui sont dangereuses. Mais c'est vrai que la laïcité est attaquée. Elle est attaquée par des gens qui veulent introduire une religion, et notamment l'islam, à la place de la République. Mais c'est une position qui doit être combattue, fermement, calmement, mais qui est très minoritaire. L'immense majorité de nos compatriotes de religion musulmane ou de culture musulmane pratiquent leur foi tranquillement, sans poser de problème à personne. Donc attention à ne pas prétendre que tout va mal et à ne pas mettre le pays à feu et à sang. Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des pressions communautaristes? Bien sûr, mais ce n'est pas nouveau. Et il faut y résister. Il faut y résister, notamment dans un certain nombre de quartiers où l'égalité homme-femme n'est pas forcément respectée, où on tente à introduire une loi religieuse à la place de la loi de la République, ou aussi d'ailleurs l'économie de la drogue dicte sa loi. C'est aussi un phénomène de quartier. Donc il faut à la fois ne rien laisser passer et en même temps construire un avenir pour ces territoires et sortir enfin de ces ségrégations. Le communautarisme naît aussi d'une ségrégation où on a des gens complètement homogènes dans un quartier donné. Ouais. Est-ce qu'il faut modifier cette loi de 1905? On entendait, ça sera bientôt son anniversaire. Est-ce qu'on peut avoir cette même loi alors que notamment le nombre de pratiquants selon les religions a évolué en France? La loi est formidablement faite. Elle est formidablement faite parce qu'elle s'applique à toutes les situations, elle s'applique à toutes les convictions, qu'on soit croyant ou pas, elle s'applique à toutes les religions. Et c'est les religions qui doivent, comme les autres convictions, respecter la loi. C'est un équilibre formidable entre la liberté de conscience, la liberté de culte et le respect des autres, le respect de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui, et c'est la neutralité de l'État, qui n'est pas soumis à une religion ou à une conviction plutôt qu'à une autre. Donc on me dit c'est vieux la loi de 1905, oui, je connais encore plus vieux la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Est-ce qu'il faudrait la changer? Parce que la loi de 1905 s'appuie sur cette Déclaration des droits de l'homme, qui prévoit ces libertés à condition de ne pas mettre en danger la liberté d'autrui. Donc on ne doit pas l'adapter? On doit l'adapter, ça s'est fait d'ailleurs de nombreuses fois, mais son principe de base, qui est liberté de conscience, neutralité de l'État et citoyenneté. Citoyenneté, c'est très important. Ça veut dire que nous sommes différents, que c'est une source de richesse, mais que nous sommes d'abord femmes et hommes, citoyennes et citoyens à égalité de droits et de devoirs. C'est ça la laïcité. C'est finalement assez simple et ce sont des principes qui doivent permettre de vivre ensemble sereinement. Vous venez d'être reconduit à la tête de cet observatoire de la laïcité. Quel est son rôle aujourd'hui exactement? Alors l'observatoire de la laïcité est un organisme consultatif, indépendant. Nous avons des parlementaires de la majorité de l'opposition qui est consulté par le gouvernement chaque fois qu'il y a une question touchant la laïcité, mais qui aussi fait un rapport annuel pour décrire l'état des lieux. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Nous publions des guides pour les collectivités locales, pour les entreprises, pour les associations, pour les hôpitaux. Nous faisons de la formation. Nous avons contribué à former 220 000 personnes en 4 ans. Nous avons tenu 500 réunions. Nous répondons aux demandes des collectivités locales, des entreprises, des syndicats, des associations, pour faire la pédagogie de la laïcité, la pédagogie du droit. On vous reproche de ne pas être suffisamment audible aujourd'hui dans le débat. Que répondez-vous? On va entendre justement Manuel Valls dans un instant. Je réponds que moi, je ne veux pas rentrer dans la provocation. Je ne veux pas rentrer dans des débats qui sont finalement très parisiens. Quand je vais sur le terrain, et j'y vais très souvent, 2-3 fois par semaine, là avec la loi de 1905, l'anniversaire du 9 décembre, je vais être pratiquement tous les jours sur le terrain. On ne me parle pratiquement jamais de ces petites querelles-là. On me dit, c'est quoi la laïcité? Comment on fait face à une question de conflit? Comment on fait dans une cantine? Comment on fait quand il y a une impolitesse quelconque? On parle de sujets concrets, on parle de compréhension de la laïcité, de son histoire, on ne me parle pas des polémiques et moi je ne rentrerai pas dans ce genre de polémiques. Alors j'évoquais Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, je vous propose tout de suite de l'écouter. Je crois qu'en effet, Jean-Louis Bianco n'est pas à la hauteur de la situation. Et le président de la République, c'est un homme tout à fait estimable que je connais depuis des années. Mais quand on laisse, en effet, des personnalités comme Ouria Boudjella, dont on connaît la camarade, entre guillemets, d'une députée de la France insoumise. Daniel Obono. Cette personnalité qui est, Ouria Boudjella, antisémite. Participer à des colloques universitaires. Et quand on ne s'émeut pas de ce qui se passe dans un certain nombre de pratiques, on l'a vu en Seine-Saint-Denis, je pense qu'en effet, le combat, avec force, mérite d'être mené. Comment réagissez-vous à ces propos d'Emmanuel Valls? Je réponds que l'Observatoire de la laïcité n'est pas chargé de la police de la pensée. Nous sommes un pays libre où les gens peuvent s'exprimer dans les limites de la loi. Si quelqu'un dit des choses contraires à la loi, contraires à l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'il soit poursuivi devant les tribunaux. Manuel Valls, autant que je me rappelle, a été ministre de l'Intérieur, a été Premier ministre. Quand est-ce qu'il a poursuivi ces personnes-là? Il faut poursuivre sur des faits et sur des actes, pas sur une impression générale. Quant au colloque universitaire, c'est aux universités
de trouver un équilibre. On peut débattre d'un certain nombre de sujets, c'est bien le lieu de l'université, pas n'importe comment et pas à n'importe quelle condition. Mais l'Observatoire n'est pas chargé d'une espèce de police générale de décider qui doit parler, qui ne doit pas parler, suivant que ça plaît ou non à M. Valls. Et pourtant, on sent bien que les élus locaux, notamment, ont besoin de guides, de repères bien pour faire appliquer c'est le premier la guide que nous avons fait. Oui. Et il y a des réponses. Prenez les cantines scolaires, qui fait régulièrement l'objet de polémiques. Ce que nous disons, c'est très simple, c'est ce que font des tas de communes de toutes couleurs politiques. Il faut offrir du choix. On ne dit pas un menu confessionnel, il faut offrir du choix. C'est bon pour la santé, c'est bon pour les végétariens, c'est bon pour celui qui ne veut pas manger de viande un jour donné, et c'est bon pour celui qui ne veut pas manger de viande de porc le jour où il y a de la viande de porc. C'est quelque chose qui rassemble, qui ne singularise pas les demandes individuelles d'une personne, ou des végétariens, ou des juifs ou des musulmans. C'est ça la laïcité, ce n'est pas une excitation permanente. En ce qui concerne les prières de rue, Valérie Pécresse, cet après-midi, là, dans une interview au Monde, estime que pour bien appliquer la loi de 1905, la France a besoin d'une charte de la laïcité avec des prescriptions claires. Est-ce qu'on n'a pas déjà... Mais on a déjà la loi, oui, on a la jurisprudence qui est abondante, on a des décrets, on a les guides que je viens de publier. Et les prières de rue, c'est d'abord un problème d'ordre public. C'est-à-dire, est-ce que ça dérange ? Est-ce que ça conduit à des affrontements ? Visiblement, c'est le cas et c'est pourquoi elles ont été, à juste titre, interdites. Mais est-ce qu'il faut mettre des chartes contraignantes comme en Ile-de-France ? C'est ce que dit Valérie Pécresse, qui dépendrait donc des subventions publiques. La charte de la région Ile-de-France, nous avons été consultés sur cette charte. Dans son principe, c'est une bonne chose. Sur le plan juridique, il y a des points qui sont discutables et en tout état de cause, la liberté des collectivités locales fait que la région ne peut pas dire à une commune « vous faites ci, vous ne faites pas ça », sauf si la commune, bien entendu, ne respecte pas le droit ou la laïcité. Il y a aussi la question de neutralité en entreprise qui revient sur le devant de la scène avec la décision de la Cour de cassation qui a estimé bien qu'une entreprise peut, oui, bannir les signes religieux sous condition. Vous y étiez opposé, ça avait d'ailleurs conduit au départ de la sénatrice Françoise Laborde de l'Observatoire. Ça n'a pas à voir avec ça. Nous avons dit que la rédaction de la loi, dite loi El Khomri, était dangereuse parce qu'elle disait, sans aucune précision, que le chef d'entreprise peut, dans le règlement intérieur, interdire les signes religieux à condition de ne pas porter atteinte à d'autres droits fondamentaux. Je souhaite bien du plaisir aux juges pour trier là-dedans. Et ce qu'a dit la Cour de cassation, après la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'on peut avoir un règlement intérieur qui interdit tout signe, pas seulement religieux et pas seulement musulman, tout signe de conviction philosophique, politique ou religieux, à condition que ce soit vraiment une neutralité et que ça ne vise pas une religion en particulier. Et dans le cas particulier de l'affaire en question, c'était une jeune femme qui travaillait comme conseil d'une société informatique et un client avait dit « moi ça ne me plaît pas qu'elle ait un voile ». Et la Cour de cassation a annulé le licenciement en disant « c'est pas parce que ça ne plaît pas à un client » qui a un intérêt commercial évident dans l'entreprise. C'est différent si vous êtes dans un magasin de vêtements, si vous êtes dans un service de sécurité. Mais ça doit être général et pas discriminatoire et justifié par la nature de la tâche à accomplir, par la relation avec le client. Ça me paraît une solution claire et de bon sens qui permet aux chefs d'entreprise d'y voir plus clair. Mais ce n'est pas l'idée qu'on va se mettre à interdire le voile ou tout autre signe religieux. On ne peut qu'avoir un choix de toute interdiction, de toute conviction, de toute manifestation de toute conviction. Encore faut-il que ce soit dans les relations avec la clientèle. On voit bien que c'est un sujet ultra sensible, encore ce débat entre d'un côté Mediapart, Edoui Plenel, ça a été rappelé, Charlie Hebdo, Manuel Valls. Est-ce qu'on peut avoir un débat apaisé sur ces questions aujourd'hui ? C'est ce à quoi nous nous employons. Quand nous faisons ces 500 réunions, quand nous faisons de la formation, quand nous faisons des guides, le plus beau compliment que les gens nous font, c'est merci. Ce que vous dites est clair, je peux réfléchir. C'est apaisé, c'est comme ça qu'il faut débattre. Est-ce qu'il faut une parole forte du président de la République ? Ça a été rappelé, on attend un prochain discours de la laïcité. Certainement, je ne sais pas quand il parlera. Je pense qu'il a déjà parlé. Il a déjà parlé à l'occasion du plan pour les banlieues, il a parlé devant les protestants, il a parlé devant le Conseil français du culte musulman. Il a dit des choses fortes. Moi, je souhaite qu'il puisse le redire et je ne doute pas qu'il le fera. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Bianco d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle votre livre « La France est-elle laïque ?» Merci infiniment. Monsieur le ministre, les représentants des pays membres de l'Union européenne ont trouvé ce lundi un accord concernant le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. Votée à la majorité qualifiée, cette décision n'est pas conforme à ce qu'avait défendu la France. Le président de la République a fait savoir qu'il a demandé au gouvernement de prendre, je cite, « les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans 3 ans. » Je pense, Monsieur le Ministre, que l'ensemble des parlementaires ici présents est favorable à ce que l'on recherche des alternatives au glyphosate. La profession agricole elle-même soutient le lancement d'un contrat de solution pour remédier à cette utilisation.
Alors, Monsieur le ministre, voici ma première question. Est-il concevable qu'on fasse subir pendant 2 ans au moins une nouvelle distorsion de concurrence à nos agriculteurs, alors même, je le rappelle, qu'ils traversent une crise sans précédent? Qu'1 sur 3 gagne moins de 350 € par mois et que le président de la République avait pris l'engagement durant sa campagne électorale de stopper toute forme de surtransposition européenne en matière agricole. Et enfin, quelle est la cohérence du gouvernement quand dans le même temps il soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui permettra lui d'importer en France des produits contenant des dizaines de substances pourtant prohibées dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Dubois, vous posez une question sur un sujet extrêmement sensible en ce moment. Vous l'avez dit, hier, 18 États membres de l'Union européenne ont voté favorablement sur un renouvellement pour 5 ans de l'autorisation de l'utilisation du glyphosate. La France a voté contre. Et le soir, le président de la République a précisé le cap pour la France. Sortir du glyphosate dès que les alternatives auront été trouvées et au plus tard dans les 3 ans. Il y aurait surtransposition si nous restions inactifs, si nous restions pendant 3 ans à ne rien faire, en attendant le coup près de l'échéance. Ce n'est évidemment pas ce que souhaite le président de la République et ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons au gouvernement. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est qu'il mobilise tous les acteurs ensemble vers la sortie du glyphosate. Les chercheurs pour trouver des alternatives, l'INRA y travaille déjà, les services de l'État pour réfléchir à des restrictions d'usage efficaces et rapidement opérationnelles, les producteurs sans lesquels rien ne sera possible de tout cela et dont les contraintes doivent être pleinement prises en compte dans la construction de solutions nouvelles, mais aussi les experts sanitaires, car il est indispensable de sortir des divergences entre l'OMS et les agences européennes sur la dangerosité réelle du glyphosate. C'est au vu de tout cela et du chemin qui aurait été parcouru d'ici 3 ans que l'on saura s'il y a surtransposition ou pas en France. Et donc, prenons 2 hypothèses. Si tous les experts convergent pour reconnaître une dangerosité extrême, l'Union européenne sera sans doute sensible aux enjeux de santé publique. Et si les utilisateurs ont réussi drastiquement à réduire leur consommation de glyphosate, mais butent sur un usage donné, la situation d'ensemble en France méritera, je vous le dis, d'être réévaluée. Vous le voyez, il est trop tôt aujourd'hui pour savoir où nous en serons dans 3 ans. Pour l'heure, nous devons faire tous les efforts pour mobiliser la recherche, mobiliser les instituts techniques et accompagner nos agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques agronomiques. Merci. Monsieur Dubois. Je pense, Monsieur le Ministre, que ça reste un très mauvais signal pour nos agriculteurs. Les agriculteurs français sont responsables. Ils sont prêts à travailler en confiance à des solutions alternatives à l'utilisation des pesticides. Et je pense qu'il est urgent d'arrêter de les montrer du doigt. Et effectivement, comme vous nous l'avez dit, travaillons effectivement en confiance et ensemble pour trouver des solutions alternatives. Madame la ministre, depuis des semaines, les femmes, des centaines de femmes de toute génération, je dirais des milliers, de toute génération et d'origine confondue, dénoncent en France, en Europe et dans le monde les violences dont elles sont victimes. Devant ce mouvement d'ampleur sans précédent et les interpellations des associations féministes, le président de la République, Monsieur Macron, a annoncé le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un plan d'action contre celles-ci. Je me réjouis avec l'ensemble de mon groupe qu'il y ait une prise de conscience à cette hauteur-là au niveau de l'État. Mais je voudrais, Madame la Ministre, vous entendre sur les moyens nouveaux qui vont être mis en œuvre pour que ce plan d'action fonctionne réellement et que donc on débarrasse la société de ce fléau. Bien, pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Cohen,
Effectivement, il y a cette prise de conscience de toute la société, ce mouvement de libération de la parole et plus généralement de libération de l'écoute. Et une fois que ces femmes ont parlé, qu'on les a écoutées, le président de la République a répondu à ces millions de femmes depuis l'Élysée samedi. C'était la première fois qu'un président de la République rendait un hommage national aux femmes victimes de féminicide. Et c'était la première fois qu'un 25 novembre, qu'un 25 novembre, journée pour l'élimination des violences envers les femmes, se tenait depuis l'Élysée. Je vous remercie. En ce qui concerne les moyens, il y a effectivement davantage de moyens qui sont mis en œuvre. Le document de politique transversale vous le montre. On est à plus de 400 millions d'euros qui sont engagés en politique interministérielle pour lutter contre les violences et plus largement pour faire l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai souvent entendu le chiffre d'1 milliard en Espagne cité. Je profite de vous répondre, Madame la sénatrice, pour rappeler qu'en Espagne, il s'agit d'1 milliard sur 5 ans, soit 200 millions par an, donc moins que la France. Et pour rappeler que c'est un chiffre de déclaration d'intention des partis politiques, il ne s'agit nullement de crédits ni votés ni exécutés. Je vous remercie. Madame Cohen. Oui, merci Madame la Ministre pour ces explications, mais permettez-moi d'être un peu dubitative. Comme bon nombre de militantes féministes, je déplore avec mon groupe que les 420 millions annoncés pour 2018 sur les politiques interministérielles transversales ne représentent pas véritablement un euro supplémentaire sur le budget alloué à l'égalité femmes-hommes. En réalité, ce sont un peu moins de 65 millions qui sont consacrés aux violences, alors que d'après le Haut Conseil à l'égalité, le coût des seules violences conjugales est évalué à 2,5 milliards d'euros. Doute et vigilance, quant au Sénat, nous avons pu constater que sur votre budget propre, une baisse de 1,8 million d'euros a été faite sur la prévention et la lutte contre la prostitution, violence extrême à l'encontre des femmes. Doute et vigilance, quand l'essentiel repose sur les associations qui luttent contre ces violences et qui n'ont pas les subventions indispensables. Doute et vigilance quant à la création d'unités hospitalières pour la prise en charge psychotraumatique des violences dès l'année prochaine, alors que le budget de la sécurité sociale et celui des hôpitaux sont en berne. Doute et vigilance quand le grand absent de ce plan est le monde du travail, rien pour lutter contre les inégalités salariales, suppression des CHSCT. Alors, Madame la Ministre, les violences faites aux femmes sont effectivement une grande cause nationale qui exige de devenir une grande cause budgétaire, ce qui apparemment est loin d'être le cas. La suppression de la taxe d'habitation tourne au casse-tête pour le gouvernement, mais aussi pour les communes. Cette perspective inquiète. Alors comment compenser cette perte de recettes dans un contexte de restrictions budgétaires et de baisse des dotations? Il faut souvent faire des choix pas faciles à justifier auprès des administrés. Voyez ce reportage à Montreuil en Seine-Saint-Denis de Jean Brabier. C'est une inquiétude qui s'affiche jusqu'au fronton de la mairie de Montreuil. Le maire a fait ses calculs et selon lui, ce sont 28 millions d'euros de baisse de dotation qu'il a subi en 5 ans. Une situation intenable pour une commune qui doit prévoir des projets à long terme, notamment pour la construction d'écoles ou le maintien de services publics. À Montreuil, comme dans toutes les mairies de France, nous construisons nos projets à 3, à 6 ans, à 15 ans. Et aujourd'hui, chaque année, tout change. Chaque année, on voit nos revenus modifiés fondamentalement. D'abord, on tape et ensuite, on vient nous voir en disant « Mais vous inquiétez pas, on va réfléchir dans 3 ans. » Non, c'est tout de suite qu'on a besoin d'engager le dialogue et de sécuriser les revenus des communes. Repenser les finances locales comme le président Macron l'a proposé, oui, mais en donnant de la visibilité aux maires. Et ce n'est pas la promesse de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui suffit à rassurer Patrice Bessac. La suppression de la taxe d'habitation pour Montreuil, c'est la suppression de 17 millions d'euros de ressources. Je comprends que les gens soient très contents qu'on en finisse avec cet impôt injuste. Mais de grâce, Monsieur le Président, donnez aux collectivités locales les moyens de remplacer la taxe d'habitation. Et aujourd'hui, nous sommes dans le flou total. Nous savons ce que nous perdons, nous ne savons pas ce que nous allons gagner. Dans sa commune, le premier édile alerte les citoyens et a organisé une manifestation pour défendre les services publics, menacés selon lui par ses choix budgétaires des gouvernements successifs.
quel sera le visage de la fiscalité locale à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour le chef de l'État, la suppression de la taxe d'habitation doit être le début d'une refonte profonde de la fiscalité locale. On va tout de suite en parler avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Bocquet. Bonsoir, vous êtes sénateur communiste du Nord. Merci d'être avec nous. Philippe Dallier est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. Vous êtes vice-président du Sénat. Avec nous également Claude Raynal. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Haute-Garonne. Et j'accueille enfin Bernard Delcros. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI du Cantal. On vous a entendu, Philippe Dallier, dans l'hémicycle, dénoncer un système à bout de souffle. Vous êtes donc favorable à cette refonte en profondeur que souhaite le chef de l'État. Il faut tout remettre à plat, un nettoyage en profondeur de la fiscalité locale. Je parlais des dotations de l'État aux collectivités locales. Effectivement, le système est à bout de souffle. Ça fait d'ailleurs un certain nombre d'années que nous le disons ici au Sénat avec Claude Raynal à la Commission des Finances, Éric Bocquet également. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de proposer des solutions de remplacement. Le gouvernement ou les gouvernements nous ont toujours répondu c'est trop compliqué et on remet ça à plus tard. Si ce n'est qu'aujourd'hui, alors que le président de la République est allé au Congrès des maires en disant il n'y aura plus de baisse des dotations, quand on va regarder dans le détail, ça ne va pas se traduire de cette manière-là. Beaucoup de communes vont continuer à avoir leurs dotations baissées. Et puis de l'autre côté, il y a la fiscalité locale, où là, le président de la République a décidé, un beau jour de campagne électorale, de la supprimer pour 80% des Français, à mon avis, sans que le sujet ait été véritablement étudié. Et on en vient aujourd'hui à la suppression complète dans 3 ans, parce qu'il y a un petit problème constitutionnel. Par quoi est-ce que ça sera remplacé? Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Personne n'a de proposition concrète, et c'est bien ce qui donne le sentiment aux élus d'être dans le flou, dans le vague, et difficile de prévoir des budgets effectivement à 2, 3, 5 ans quand on ne sait pas ce qu'il nous restera dans le budget. Est-ce que vous êtes d'accord, Éric Bocquet, sur cette proposition du chef de l'État de tout remettre à plat? Il y a vraiment une nécessité de réformer la fiscalité locale aujourd'hui. Oui, sans aucun doute. Et c'est une nécessité. Je partage le constat que Philippe Dallier vient de faire. Mais ce que les maires vivent depuis des années, ce sont des moins régulièrement. Suppression de l'ATP en 2009, les dotations qu'on a d'abord gelées, qui ont été réduites. Là, on nous annonce 13 milliards de moins encore dans le quinquennat qui commence. La taxe d'habitation, 35% des ressources. Ceci inquiète et irrite les maires. Effectivement, il n'y a pas de visibilité. On ne nous présente pas ça comme une réforme complète de la fiscalité locale. C'est un pan de moins dans l'autonomie des communes, y compris. Ça pose une vraie question pour la République. Bernard Delcros, on parle des communes. Il y aura aussi l'échelon départemental, régional qui sera concerné par cette réforme. C'est un véritable jeu de bonneteau auquel il faut s'attendre? Oui, alors permettez-moi avant de vous répondre de faire une petite rectification. Je ne suis pas, comme vous l'avez indiqué, sénateur UDI du Cantal. Je suis un sénateur du Cantal, membre du groupe de l'Union centriste et pas UDI. Sur votre question, quelle est la nouveauté cette année dans cette loi de finances? C'est une mesure qui concerne la taxe d'habitation, l'amorce de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Ça n'est pas une surprise, puisque c'était un engagement qui avait été pris par le président de la République qui est tenu. On ne peut pas le lui reprocher. Donc cette mesure qui arrive et qui était annoncée pose 2 problèmes, 2 sujets, 2 questions. La première, c'est comment seront compensées les collectivités locales? Et la deuxième, cette situation est-elle tenable dans le temps? Sur le premier sujet, pour 2018, il n'y aura pas de perte de recettes pour les collectivités, puisqu'il s'agit d'un dégrèvement. Le dispositif qui a été mis en place est un dégrèvement, donc en gros l'État se substitue aux contribuables pour payer. Donc pas de perte de recettes en 2018. Dans l'avenir, évidemment que cette situation n'est pas tenable. Et donc l'ouverture qui a été, l'annonce qui a été faite par le président de la République devant les maires de France d'engager dès 2018, pour une application en 2019 ou 2020, une remise à plat complète de la fiscalité locale est nécessaire. Parce qu'on est aujourd'hui dans un système, ça vaut pour la fiscalité locale comme pour les dotations aux collectivités, qui est, comme le disait Philippe d'ailleurs, à bout de souffle. Donc il faut que ce chantier soit ouvert, il faut avoir le courage de l'ouvrir, parce que tout le monde est pour ouvrir ces chantiers, tout le monde est pour réformer, mais quand il s'agit d'écrire concrètement les choses sur le papier et les mettre en place sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je souhaite évidemment, et j'adhère en tous les cas à cette idée d'une remise à plat complète de la fiscalité locale, pour donner de la visibilité aux collectivités. Ce qui est important, c'est que les collectivités, comme le disait d'ailleurs le maire dans le témoignage, c'est qu'on sache, on programme à 3 ans, 6 ans, 10 ans, qu'on sache vers où on va avoir de la visibilité pour avoir une perspective. Claude Raynal, hier, la majorité sénatoriale a souhaité ne pas voter cette réforme. On se donne 1 an pour justement étudier les pistes pour avoir une véritable compensation de cette perte de recettes. Vous soutenez cette proposition ?
Non, bien sûr, on ne soutient pas parce que ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est une suppression totale, donc à ce stade. Donc ce n'était pas un report de non, ça aurait pu être écrit sous la forme de report de non, ça n'a pas été ce qui a été choisi. Et donc nous considérons que finalement le signal qui est donné aux habitants, avec un retour de 3 milliards d'euros vers les citoyens, c'est important. Ça a été fait par les gouvernements précédents il y a 2 ans, ça a été fait l'année dernière, et qui est une mesure qui soit une mesure de pouvoir d'achat pour les citoyens, nous y sommes favorables, même si par derrière, il y a un certain nombre, évidemment, de choses à mettre en place pour l'avenir. Ça a été très bien dit par Bernard Delcros, je m'y rallie. C'est une question pour l'année 2018, elle me paraît assez tranchée, assez claire. Il y avait un certain nombre d'interrogations. La commission des finances du Sénat a travaillé d'ailleurs, a posé des questions et a eu des réponses positives pour 2018. Et maintenant, nous devons faire le grand saut, c'est-à-dire réformer totalement cette fiscalité. Nous en sommes tous d'accord. On en est tous d'accord, mais contrairement à ce qu'a dit mon collègue, mais peut-être que ce n'est pas à ça qu'il pensait, nous ne souhaitons pas qu'on supprime la taxe d'habitation et qu'on nous compense la perte de recettes, parce que la compensation, c'est ce que ça veut dire. Si, tu dit compensation. Là, ce qu'on espère, c'est un autre impôt, une part d'un autre impôt. Moi, je pose une petite question. Quand au bout de 3 ans, on aura supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français, on ira expliquer aux mêmes qu'on va créer un nouvel impôt auquel ils devront contribuer? Vous croyez que les Français vont y comprendre quelque chose? Ou alors on va créer un nouvel impôt qui ne sera payé que par les 20% qui continuaient à payer la taxe d'habitation au bout de 3 ans. Je pense que le gouvernement est en train de se diriger dans un cul-de-sac. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une promesse de campagne électorale. Que proposez-vous, Philippe Dallier, vous? Mais écoutez, maintenant, je pense qu'il faut se mettre autour de la table. Moi, ce que je souhaite, c'est un impôt qui conserve le lien entre l'habitant et la commune. Parce que la taxe d'habitation, elle finançait d'abord les services publics. Aujourd'hui, on l'a fait disparaître, dans 3 ans. Il ne resterait que la taxe foncière, donc uniquement les propriétaires pour financer les services. Ça n'est pas bon. Il faut garder un lien. Donc quel impôt? Un bout d'impôt sur le revenu? Moi, je veux bien qu'on regarde. Mais ça veut dire nécessairement que certains qui ont été exonérés de taxe d'habitation, tout d'un coup, devraient participer au travers de ce nouvel impôt. Politiquement, ça va être très compliqué pour le gouvernement. Et voilà pourquoi on disait, attendez, on prend un an, vous décalez d'1 an, on prend cette année 2018 pour travailler, et on applique en 2019, pourquoi pas? On est prêt à regarder. Mais là, en commençant, en mettant le doigt dans cette réforme de la taxe d'habitation, donc la méthode n'est pas la bonne. Je pense effectivement qu'il va y avoir un problème politique à la fin. Claude Rénal. Vous savez, la réforme, effectivement, la méthode n'est jamais la bonne. Quelle qu'elle soit, et quelles que soient les époques. Moi, ce que je crois, c'est que Philippe Dallier donne les 2 bouts, finalement. Il dit d'un côté, il faudrait garder un lien avec l'habitant, et de l'autre, ça reviendrait à créer un impôt, et donc je ne comprends pas comment ça se fait. Donc ça veut dire, évidemment, que ça ne peut pas être de nouveau un impôt de type impôt local. C'est-à-dire, donc, ça peut être une part d'impôt national, ça peut être une part de TVA. Ça aurait d'ailleurs l'avantage de lier la croissance avec les ressources. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ce que dans le panel des ressources d'une collectivité, il y ait un bout d'impôt national dynamique. Peut-être Bernard Delcros et ensuite Rigaud. Bernard Delcros. Oui. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une remise à plat de la fiscalité locale parce que le système est à bout de souffle. Cher Philippe, ce n'est pas seulement la conséquence de la taxe d'habitation ou de la suppression de la taxe d'habitation. Si je ne veux pas revenir sur le passé, mais la réforme de la taxe professionnelle en 2010, appliquée en 2011, a été catastrophique pour les territoires et pour les collectivités. Donc, les responsabilités, elles sont largement partagées. Ce n'est pas le sujet. C'est que chaque fois, depuis longtemps, on a progressivement pris un certain nombre de mesures qui arrivent aujourd'hui à une situation qui est qu'il faut remettre à plat ce système-là. Donc, il faut qu'il soit remis à plat. On n'en est pas encore à proposer des solutions, mais je souhaite qu'on puisse y être associé. Mais il y a diverses solutions possibles. Et je pense qu'il y a des voies vraiment possibles. Prenez l'exemple de ce qui a été fait avec les régions. Les régions, elles ne percevront plus directement d'impôts locaux, puisqu'elles avaient demandé et elles ont obtenu de pouvoir qu'on puisse leur transférer une part de TVA. C'est ce qu'elles avaient demandé, elles l'ont obtenu, et donc les régions vont avoir une recette dynamique avec une part de la TVA. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour tous les niveaux de collectivité, je ne le pense pas. Mais c'est un exemple qui montre qu'il y a des dispositifs qui peuvent permettre, de donner, parce qu'en fait c'est ça qui compte, des ressources pérennes, durables, visibles, stables pour les collectivités et dynamiques, c'est le cas de la TVA. Demain, on peut imaginer des systèmes pour le département, on peut imaginer des dispositifs différents pour les métropoles, pour le bloc communal, commune-intercommunalité. On évoque une taxe sur le foncier bâti pour les petites communes.
on peut l'imaginer, ça supposerait une révision évidemment des bases locatives, mais très franchement, je pense qu'on peut, si tout le monde veut bien travailler dans la concertation de manière objective, positive, pour essayer de construire un système qui soit visible et qui donne satisfaction aux collectivités, je pense qu'on peut y arriver, encore une fois, avec des dispositifs différents suivant les niveaux de collectivité. Non, mais je crois que c'est un rappel utile que Bernard Delcros vient de faire sur la suppression de l'ATP, qu'on a remplacé par la CVAE, taxe professionnelle effectivement, évitons de jargonner, qui est un impôt dynamique et qui effectivement alimentait les budgets des collectivités. On a perdu beaucoup d'argent avec cette suppression de taxes professionnelles et on a remplacé ça par la contribution sur la valeur ajoutée, dont les collectivités ne maîtrisent pas le taux. Mais qui est dynamique aujourd'hui. Voilà, mais pour autant qui ne règle pas tout, et la contribution foncière d'entreprise, et là c'est les collectivités qui décident. Mais c'est la part infime, c'est la part la moins dynamique. Donc effectivement, il faut une fiscalité qui s'appuie aussi sur la production de richesse. C'est pas scandaleux, et c'est nécessaire. Moi, je vais quand même dire à mon collègue qu'en 2009, les recettes de TVA de l'État se sont effondrées de 25% en une année avec la crise. Quand on nous dit la TVA, c'est la recette miracle pour les collectivités locales, stable et dynamique, alors mon cher collègue, attention à ce qui s'est passé dans le passé. Et encore une fois, je pense qu'il faut... Oui, mais pour les communes, alors pour le coup, et pour remplacer la taxe d'habitation... Pour les métropoles, on nous dit que ça prendrait la forme d'un impôt métropolitain. Moi, je veux un impôt où il y a un lien direct entre le citoyen et la commune. La TVA, il n'y a pas de lien. Ça dépend effectivement de la conjoncture économique et des décisions de l'État. Il nous manquerait ce lien, et ce lien est important. Mais on n'a pas parlé de TVA pour le bloc communal. Hein. Claude Raynal. Certains, si, ont parlé de TVA. Non, moi je crois que être lié à la croissance et éventuellement aux difficultés à la décroissance, c'est un vrai sujet. Mais de toute façon, c'est déjà le cas. Quand il y a décroissance, eh bien, les collectivités sont appelées de toute façon en diminution de ressources. Donc moi, je crois qu'avec des systèmes et avec des précautions, avec des systèmes de garantie qu'il faut étudier, je crois qu'en tout cas, c'est une piste qu'il faut envisager très sérieusement. Philippe Dallier, on a parlé de la suppression de la taxe d'habitation. On voit que c'est un véritable casse-tête. Il y a aussi cette notion de contractualisation qui a été proposée par le chef de l'État entre effectivement l'État et les 300 plus grosses collectivités territoriales. Est-ce que vous êtes favorable à cette disposition ? Au principe, oui, je suis favorable au principe. Maintenant, il faut voir... Ça ne sera pas une nouvelle contrainte ? Il va falloir voir comment les choses s'écrivent. Et un contrat, il doit être signé par les deux parties avec un accord des deux parties. Donc c'est là où il y a quelques inquiétudes. Et moi, je préfère largement cette méthode au coup de rabot que nous avons subi 4 années consécutivement sous le quinquennat Hollande. Donc là, la porte est ouverte et on va pouvoir surtout regarder les choses au cas par cas. Et c'est ça la grande différence avec ce qui a été fait dans le passé, collectivité par collectivité. Donc le gouvernement a fait preuve, j'allais dire, de bonne volonté dans ce domaine-là. On verra comment les choses se concrétisent, mais je pense que la méthode est bonne. Claude Raynal. Un petit mot juste pour dire que quand on reparle, vous voyez, de dire est-ce qu'il faut faire une taxe qui lie, tout ça, on peut l'imaginer, qui lie finalement l'utilisateur du service public à la commune, tout ça est très beau. Mais dans la réalité, quand il existe des taxes sur les ménages, les bases font qu'il y a une grande, si vous voulez, difficulté pour les communes. Vous avez des communes qui ont des bases extrêmement importantes et pour lesquelles taxer peut se faire petitement avec des grandes ressources, et puis d'autres pour lesquelles les résultats sont extrêmement faibles. Donc il ne faut quand même pas tout monter sur l'idée de faire ce lien qui intellectuellement est intéressant, mais qui concrètement ne marche pas. Et puis, il est démocratiquement intéressant. Et puis sincèrement, que chacun regarde ce qui s'est passé aux élections de 2014, qu'on regarde les programmes, et on verra que 90% des maires ont dit on n'augmentera pas les impôts. Donc c'est pas la peine de créer des taxes si on ne peut pas augmenter les impôts. Bernard Delcros, sur cette idée de contractualisation, certains redoutent une nouvelle contrainte si effectivement c'est lié aux efforts demandés de maîtrise des dépenses. Moi je trouve que le principe de la contractualisation est le meilleur dispositif qui peut être proposé aux collectivités. Pourquoi ? Ça permet d'abord, c'est une discussion qui est engagée avec les collectivités. Deuxièmement, le principe de la contractualisation, il y aura un contrat qui sera signé entre l'État et chacune de ces 319 collectivités, ce qui veut dire qu'on pourra adapter les dispositifs aux collectivités. On comprend bien que la situation n'est pas du tout la même, par exemple, dans tous les départements de France. Je arrive d'un département, le Cantal, qui est aujourd'hui extrêmement pénalisé par, d'un côté, la montée en charge des allocations individuelles de ressources, notamment l'APA, plus que la PAC, le RSA d'ailleurs, dans un département dont la démographie diminue. Donc il y a une augmentation des charges plus importante que les recettes, des charges qui sont subies et sur lesquelles le département n'a aucune prise. On ne va pas contractualiser de la même façon dans ce département-là et dans d'autres régions qui connaissent la croissance démographique et économique. Deuxièmement, je trouve que c'est extrêmement intéressant et utile, pertinent, opportun de l'avoir ciblé sur les 319 plus grandes collectivités. Pourquoi ? Parce que ce sont elles
qui porte à peu près les 2/3 de la dépense publique des collectivités et de l'endettement. Vous avez des petites communes qui ont 100-150 habitants. On ne va pas aller voir ces petites communes pour expliquer qu'il ne faut pas qu'elles augmentent trop leurs dépenses de fonctionnement. De toute façon, elles ne le peuvent pas. Donc, on vient cibler, contractualiser avec ces 319 collectivités. Je trouve que la méthode est intéressante. Et d'ailleurs, j'ajoute, contrairement à tout ce qui a été dit pendant des mois, il ne s'agit pas de diminuer les dotations de 13 milliards. Il s'agit de... Eh ben, tout est dans la sémantique. Alors, expliquez-nous, Bernard Delcros, allez-y. Quelqu'un va payer. Hein. Il ne s'agit pas de diminuer les dotations, ça n'est pas la vérité de dire ça. Il s'agit de limiter l'augmentation des dépenses de fonctionnement de ces 319 collectivités. On limite l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Alors, il y aurait un objectif, effectivement, de croissance des dépenses qui ne devra pas dépasser 1,2% par an. Mais je crois qu'il va falloir changer la Constitution un jour. La Constitution garantit le concept de libre administration des collectivités territoriales en leur garantissant les ressources financières. Mais là, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Je ne comprends pas et je conteste cet acharnement systématique à l'endroit des collectivités. Ça fait partie des réformes structurelles demandées par Bruxelles, les marchés financiers et d'autres. Réduisez vos dépenses. Les collectivités, rappelons-le, ne sont en rien responsables de l'endettement de la France. 8% de la dette totale, investissent encore à plus de 70% dans les territoires, et nos emprunts sont remboursés à l'euro près. Et nous, on n'emprunte pas pour payer l'électricité. Voilà, ça suffit cet acharnement. Alors, on est dans une république qui est constituée ainsi, et qui est un atout pour notre population. Il ne faut jamais l'oublier. Claude Raynal, est-ce qu'Emmanuel Macron a une vision trop recentralisatrice, justement, en matière de fiscalité, selon vous? On peut le dire, oui. On peut le dire. Il y a des objectifs qui sont clairs. L'objectif, effectivement, est une baisse de la dépense publique, mais cette baisse de la dépense publique est d'abord davantage demandée aux collectivités qu'à tout autre, et surtout à l'État lui-même. Oui. Bon, ça c'est clair. Bon, il y a une habileté dans la présentation, on le voit aujourd'hui, ça permet encore pendant un an de tenir un discours de souplesse, etc. Mais après, on met dans la vérité des prix. Et puis la vérité des prix, elle montrera que dire que vous devez dépenser comme l'inflation, c'est-à-dire autour de 1%, c'est intenable pour les collectivités, sauf à diminuer grandement le service public de proximité. Et c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. Donc, effectivement, habileté, oui, mais pour ce qui est des résultats, je ne partage pas l'analyse de Bernard Delcros. Ouais, Philippe Dallier, on dit que Gérard Larcher a aussi beaucoup œuvré pour qu'il y ait une sorte de New Deal entre les élus locaux, Emmanuel Macron. Il y a de l'habileté aussi de la part du président du Sénat, avec quelques contreparties, nous dit-on, sur la révision constitutionnelle. Écoutez, je n'en sais rien. En tous les cas, effectivement, le président de la République était venu ici au Sénat au mois de juillet. Vous vous souvenez qu'il a prononcé un discours qui avait intéressé les élus. Bon, le mois d'août a été beaucoup plus difficile, puisque les décisions prises... Prochain rendez-vous le 14 décembre à Charleville-Mézières, si j'ai bien compris, pour une nouvelle conférence des territoires. Nous jugerons sur les actes, mais c'est vrai que le sentiment de beaucoup d'élus locaux, c'est qu'il y a une recentralisation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que Bercy a pris les commandes et on continue effectivement à demander aux collectivités territoriales des efforts qui sont très lourds. Les 13 milliards, moi je prends le pari qu'on ne les trouvera pas, et dans 2-3 ans, effectivement, le gouvernement reviendra, et là, ça sera le bâton. Alors, je le pense, parce que 13 milliards supplémentaires après les 11 milliards que nous avons subis, franchement, ça va être extrêmement difficile, d'autant plus qu'on va regarder les choses au cas par cas, ce qui est une bonne chose. Et on s'apercevra assez vite que beaucoup de collectivités sont tellement à l'os qu'elles ne pourront pas rentrer dans les critères qu'on demande. Et les difficultés vont venir, à mon avis, dans 2 ou 3 ans. Ouais, Bernard Delcros, est-ce qu'il y a une menace sur l'autonomie financière des communes? Vous savez, moi, je suis très... Comment dire ça, très réservé sur la question de l'autonomie fiscale des collectivités. Parce que l'autonomie fiscale des collectivités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est autonome de prélever l'impôt dans son territoire. Sauf que moi, j'arrive d'un territoire où si on n'avait que l'impôt qu'on prélève dans notre territoire pour vivre, eh bien, on ne pourrait pas faire vivre nos territoires. On a besoin de solidarité nationale. Et donc, la question de l'autonomie fiscale des collectivités, ça ne peut pas suffire. C'est comme ça, en affichage, ça paraît très bien. Mais ça ne peut pas suffire. Il y a déjà de la péréquation qui les équilibres territoriaux dans notre pays. Voilà. Et moi, je reviens sur la question de la contractualisation des 13 milliards, je préfère qu'il y ait un dispositif de contractualisation qui sera discuté avec ces collectivités sur une limitation des augmentations de dépenses de fonctionnement, une limitation des augmentations de dépenses de fonctionnement, qu'avoir une baisse linéaire de la dotation de fonctionnement comme on a pu le connaître. On n'est pas du tout dans le même dispositif, on n'est pas du tout dans la même approche, et on n'est pas du tout dans la même contrainte pour les collectivités. Et il faut bien noter que Bernard Delcros n'est pas concerné par la mesure en question. Il n'est pas dans les 319 collectivités. Le département, bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Le département du Cantal est tout à fait concerné. Le département du Cantal. Mais
c'est pas les métropoles, c'est pas les grandes communes, bon, etc. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement limité. Non, il y a un vrai sujet. Moi, je partage, excusez-moi, l'avis plutôt général, qui est plutôt de dire qu'on aura énormément de difficultés à remplir en fait les objectifs, que de toute façon on va voir déjà que la signature des conventions va être très compliquée. Et qu'il va falloir établir des critères et des méthodes qui vont être extrêmement fines. Alors donc sur le papier ou dans l'idée, le concept est intéressant, mais quand on va s'approcher de la contractualisation, j'ai peur que l'on déchante. Éric Bocquet, on a commencé ce débat et finalement tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait une refonte de cette fiscalité locale. C'est aussi la garantie justement de cette autonomie fiscale des communes, selon vous ? Non, on n'est pas parti pour ça. On demande, en fait, le choix qu'on propose aux communes, c'est la corde pour être pendue ou la chaise électrique. C'est ni l'un ni l'autre. C'est le développement, c'est la vie. Vous avez parlé du New Deal. Les années 30 aux États-Unis, Roosevelt, il avait créé une tranche d'impôt à 92% qui a fait hurler qui on imagine, mais qui a duré pendant 50, 60 ans et qui a permis aux États-Unis de se développer. Ici, on vient de supprimer l'ISF et la taxation des transactions financières. Il y a quelques ressources qu'on pourrait solliciter pour développer les territoires, les communes, les collectivités, et ça ferait plaisir à tout le monde. Philippe Dallier, c'est la corde ou la chaise électrique, vous avez cette même vision ? Il y a un petit peu plus d'optimisme. Je ne serais pas aussi radical que mon collègue communiste. Je dirais que la méthode est meilleure, mais que l'objectif est encore plus dur que ce que nous avons subi sous le quinquennat précédent. 13 milliards au lieu de 11 et 13 milliards concentrés sur un nombre de collectivités plus réduites. Voilà ce qui me fait dire que ça va être extrêmement difficile. Et là, le gouvernement n'en a pas fait mystère. Si les objectifs ne sont pas atteints, il y aura le retour de bâton. Donc ne racontons pas de blagues. On n'est pas au pays des bisounours. Ouais. Il y aura c'est une approche pragmatique aussi du chef de l'État. Certains la saluent. Non, pragmatique, moi je ne sais pas ce que ça veut. Enfin, en l'occurrence, je ne la qualifierais pas de pragmatique. Elle est meilleure en termes de méthode, plus ouverte, peut-être plus consensuelle, si ce n'est que l'objectif est trop dur et s'il est inatteignable, même si la forme est meilleure, le résultat sera le même au bout du compte. Et c'est vraiment ce qui m'inquiète. Cette vision, Bernard Delcros, est-ce qu'elle est compatible avec la diversité des territoires français ? En toute objectivité, on ne peut pas mettre sur le même plan les 11 milliards et demi de baisse dotation, de baisse de DGF. C'est-à-dire que chaque année, les maires, quand ils recevaient leur dotation, la DGF, il y avait une baisse. Les 11 milliards de baisse de DGF qui ont touché les 36 000 communes, pour faire simple, de France, avec les 13 milliards, qui sont demandés ici, qui ne sont pas une baisse de DGF, qui vont concerner seulement 300 grandes collectivités en France, auxquelles on ne va pas baisser la DGF, auxquelles on va demander d'augmenter moins leurs dépenses de fonctionnement. On peut être d'accord ou pas d'accord. On peut pas mettre ces deux mesures sur le même plan parce que ça n'est pas la même chose et ça ne concerne pas les mêmes collectivités. Ça veut dire quand même que l'année prochaine, il y a 35 000 collectivités en France qui ne verront aucune baisse de DGF et auxquelles on ne demandera rien du tout. Vous savez, on ne peut pas comparer les époques. Moi, je veux bien tout. Mais en 2013, quand le président Hollande a été obligé de lancer cette procédure des 11 milliards sur 3 ans, eh bien, on était dans un climat très particulier. On avait 5,2% de déficit, on avait 0,2% de croissance, donc aucune croissance, et il y avait, si vous voulez, une difficulté par rapport aux emprunts pour pouvoir trouver des emprunts à des taux corrects. Donc c'était une mesure d'urgence. Elle a été faite de manière urgentissime et on se souvient parfaitement de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a une croissance qui est à 1,7, 1,8%. On a un déficit public qui est à 3%. Donc, c'est plus un sujet immédiat, en tout cas, de difficulté. Donc, on peut faire de manière plus propre, si je puis dire, plus souple. Bon, mais évidemment, on peut être plus habile quand on n'a pas la pression des marchés financiers, comme on l'a eu lorsqu'on a repris les affaires après les amis de M. Dallier. C'est un jeu entre nous deux. Donc, je lui répondrai qu'en 2009 et en 2011, il y a eu une crise que personne d'autre ici n'a eu à gérer, que d'ailleurs on n'a jamais emprunté aussi peu cher pendant toute la période Hollande, donc ne racontons pas de bêtises. Maintenant, regardons devant nous de deux choses l'une. Soit la croissance qui semble être de retour au niveau européen et mondial permettra au gouvernement d'assouplir ce qui a été annoncé aujourd'hui. Soit ça ne sera pas le cas, et pour beaucoup de collectivités territoriales, ça sera extrêmement difficile et quasiment impossible pour un certain nombre d'entre elles. C'est ça la réalité. Et je redis à Bernard Delcros que 13 milliards, c'est plus que 11, et on a beau l'habiller autrement, c'est la même chose.
Voilà, on dit aux collectivités, soyez gentils, veuillez bien de vous-même diminuer sur le tendanciel vos dépenses de 13 milliards au lieu de couper les cordons. Mais 13, c'est plus que 11. Il y a quand même 35 000 collectivités en France qui ne sont pas concernées par ce sujet. Pour les autres, ça sera pire, les 13 milliards, que les 11 pour tout le monde. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'être venus en débattre sur ce plateau. Question pour vous, Christian Cambon, puisqu'on a entendu effectivement que la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat a décidé de s'abstenir en commission sur les crédits de la mission Défense pour 2018. Vous n'avez pas d'assurance concernant ces fameux 700 millions d'euros de l'exercice 2017 ? Nous avons attendu jusqu'au dernier moment qu'un signe nous soit donné par le gouvernement pour faire en sorte que ces 700 millions qui vont évidemment manquer à nos armées puissent être débloqués en tout ou en partie. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, aucun signe ne nous a été adressé. Et donc hier, procédure exceptionnelle, j'ai pris sous ma responsabilité de réunir à nouveau la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui s'apprêtait à émettre un vote favorable pour soutenir nos armées, mais qui a voulu lancer un avertissement de vigilance au gouvernement et au président de la République en émettant ce soir, je l'imagine, une abstention. Parce que nous ne sommes pas convaincus que ces 700 millions vont revenir dans les caisses des armées d'ici la fin de l'année, ce qui, à 30 jours de la fin de l'exercice budgétaire, est quand même absolument incroyable. Et pourtant, Hélène Conamouret, ce budget, je le disais, se veut une remontée en puissance avec 1,8 milliard d'euros de crédit. C'est un geste qui n'est pas négligeable de la part du gouvernement envers les armées. Absolument, et c'est pour ça que dans un premier temps, en effet, nous avions un avis plutôt favorable. Nous voyons bien les efforts qui sont réalisés, mais en même temps, le débat budgétaire, c'est le moment de vérité. Et donc, il y a les annonces. Nous voulons y croire, nous voulons en effet voir ce budget augmenter. Notre commission a d'ailleurs travaillé sur le sujet pour dire que nous devons arriver à 2% du PIB. Mais aujourd'hui, notre travail, et là c'est le moment de vérité pour nous, parlementaires, après quelques semaines de travail sur chacune des lignes budgétaires, on ne peut pas aujourd'hui émettre un avis favorable parce que ça serait tout simplement dire que nous sommes d'accord avec la coupe de 850 millions de cet été, qui a quand même impacté à la fois un certain nombre de programmes, mais dans le temps, c'est-à-dire c'est 2018 et 2019, où ces 850 millions devront être payés. Et donc, je pense que l'avis que nous émettons, c'est simplement que nous prenons notre responsabilité quant à ce qui est proposé, les annonces qui sont faites, et puis la réalité budgétaire où le compte n'y est pas finalement. Et cette abstention est simplement l'expression de cela. Alors c'est vrai que nous avons aussi voulu utiliser ce vote comme un levier pour soutenir les efforts de la ministre, et vous venez de le rappeler, elle est tenace, elle se bat pour obtenir ces crédits, mais pour l'instant nous ne les avons pas. Alors c'est vrai qu'ils peuvent peut-être être débloqués le 30 décembre. En 24 heures, je pense qu'on pourra peut-être utiliser certains crédits, mais aujourd'hui, comme le président vient de le rappeler, le compte n'y est pas. Général Desportes, quelles conséquences aujourd'hui de cette situation budgétaire sur justement le rôle des militaires en France? On pensait que la page, après la démission, ça a été rappelé, du général de Villiers, était tournée. Où en est-on aujourd'hui? Comment voulez-vous qu'elle soit tournée? Parce que les 850 millions qui ont été repris aux armées manquent aux armées. Elles étaient là pour financer, et donc ces 850 millions vont manquer. Si vous rajoutez 850 millions et 700 millions, vous arrivez à 1 milliard 500 000, plus que ça, 550 000. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette augmentation de 1,8 milliard? C'est de la poudre aux yeux qui ne finance même pas les décisions prises par le président Hollande au mois d'avril 2016. C'est-à-dire que ça correspond à une dégradation des armées qui, on le sait, sont aujourd'hui dans un état très difficile. Et c'est bien cet état difficile que dénonçait à juste titre le général de Villiers au début du mois de juillet dernier. Donc cette abstention, je dirais, est une abstention responsable. Il faut rappeler le président Macron à ses engagements, non pas vis-à-vis des armées, mais vis-à-vis de la France et de la défense qu'il doit à la France. Jean-Dominique Mercier, on évoquait le cas de Florence Parly. Elle a évoqué d'une situation particulièrement compliquée. C'est difficile pour elle, même si elle a déjà gagné quelques arbitrages. On est dans le traditionnel bras de fer budgétaire de fin d'année où la régulation doit se faire
même parfois en milieu d'année, on l'a vu avec l'affaire des 850 millions, on est dans ce traditionnel affrontement qui se porte sur effectivement des centaines de millions. Ça fait beaucoup d'argent. Quand même, il faut voir que la tendance à la baisse, ou en tout cas à la stagnation, à la baisse des crédits de la défense, a été inversée ces dernières années. Ça a commencé en 2015, après les attentats. Là, il y a des promesses. Le président dit qu'il va vers les 2% du PIB. Bon, donc, la tendance est plutôt à la hausse, mais en même temps, il faut regarder dans le détail. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui vient d'être dit par les 3 interlocuteurs précédents. Le compte n'y est pas pour l'instant. Mais voilà, on est honnêtement, depuis qu'on suit ces affaires, c'est tous les ans la même histoire. Christian Cambon, c'est vrai qu'il y a toujours aussi ce problème des budgets qui ne sont pas apurés. Chaque nouvelle annuité se traîne comme un boulet. Il y a un report de charges, il y a des factures qui ne sont pas payées. Écoutez, sincèrement, je crois qu'il faut qu'on arrête en France de présenter des budgets de cette manière. Moi, j'ai la responsabilité d'une commission où des collègues sénateurs travaillent énormément, font des auditions, vont sur place, vont véritablement mesurer les difficultés que rencontrent nos armées. Et donc, on nous fait voter un budget. Et puis à la fin, on dit, en fait, ce n'est pas le vrai budget sur lequel vous allez pouvoir travailler, et on vous dira la somme que vous pourrez utiliser. C'est inadmissible. Moi, et j'accompagne les efforts de la ministre, à qui je souhaite rendre hommage, car elle va dans ce sens. Mais il faut qu'on aille plus loin, et que chaque année, quand on vous donne 1000, vous dépensez 1000. On a, à l'instant où nous parlons, 30 000 soldats qui exposent leur vie sur plusieurs continents. Ils méritent que les moyens que vote le Parlement soient mis à leur disposition pour assurer notre sécurité et pour assurer la leur propre. Et donc, je pense que ces méthodes, je dirais pour paraphraser le président Macron, c'est un grand défi et en même temps, c'est les bonnes vieilles méthodes budgétaires. Et donc Bercy utilise comme ça des gels de crédit, le fameux article 14 qui permet de limiter les investissements, ce qui est dramatique pour nos armées dans le futur. On utilise systématiquement ces moyens pour dire on vous donne d'une main, en fait on va la reprendre de l'autre. Et comme l'a dit le général Desportes, le 1,8 milliard, quand on fait le décompte de tous les impayés, c'est comme si on avait des impayés que l'on pousse comme un petit chariot. Eh bien, au bout du compte, ce sera peut-être 100 millions, 150 millions au moment où la Corée du Nord vient d'envoyer un missile qui peut atteindre plusieurs continents. Voilà dans quelle situation nous sommes, et c'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons avec les moyens parlementaires. L'abstention en est un, parce qu'au moment où nos troupes sont confrontées à ces dangers, on ne peut pas se permettre de voter contre les crédits de la défense. Mais on veut dire au gouvernement, cessez de nous enfumer. Il y aura des conséquences, Hélène Conway-Mouret, sur les missions, la multiplication des missions demandées aux militaires, que ce soit aussi bien en France avec l'opération Sentinelle que sur le théâtre des opérations extérieures, selon vous? Mais bien sûr, on ne peut pas penser que 850 millions de crédits ont été supprimés et qu'il n'y a aucun impact. D'ailleurs, j'ai interpellé la ministre en commission sur ce point-là, parce que, bien évidemment, elle vient pour défendre son budget. Mais je lui dis qu'elle le défendait tellement bien qu'il n'y a pas de raison que Bercy ne fasse pas la même chose l'année prochaine, puisque finalement, le ministère s'en sort. Bien sûr qu'il y a un impact négatif, à la fois pour les industriels. Il faut savoir que ceux-ci ont des commandes de l'État qui sont assez importantes, et que quand les crédits ne sont pas là, le programme est reporté et cela a une incidence sur les chaînes de production, sur l'emploi et surtout aussi sur les PME, parce qu'il n'y a pas que les grands industriels qui répondent aux appels d'offres et qui ont des commandes de l'État. Il y a aussi tout un tas de sous-traitants qui sont impactés, eux, directement, jusqu'à la faillite, quand eux, les crédits ne sont pas là et qu'on reporte d'un an ou deux une commande qui a été passée. Alors, il y a l'impact sur les industriels et puis, comme vient de le rappeler le président Cambon, c'est quand même aussi, il y va de la sécurité de nos hommes et de nos femmes qui sont aujourd'hui sur des théâtres où la sécurité est quand même problématique et où on a besoin de matériel moderne, alors que nous savons aussi que nous avons de vieux avions, que nous avons de vieux camions, de vieux véhicules qui ont besoin aujourd'hui d'être remplacés. Et donc on voit, je vais simplement vous donner un exemple, nous avons, lors des auditions, questionné un des industriels qui fournit donc les nouveaux véhicules sur lesquels il manque les tourellots. Mais le véhicule sans le tourello qui protège la personne qui est avec la mitraillette, ne peut pas être livré, tout simplement. Donc, c'est un impact et un exemple frappant d'un petit élément qui va manquer et qui fait que l'ensemble est impacté. Il y va de la sécurité de nos hommes et de nos femmes. C'est l'absence des tourellos qui a créé malheureusement le drame d'Ouzbine, où nos forces ont été durement frappées parce qu'elles étaient mal protégées. Donc, c'est une priorité, une de plus. Quelles conséquences, Général Desportes, sur l'équipement C'était évoqué à l'instant par la sénatrice Conway-Mouret.
Sur les équipements, c'est clair, mais on se rappelle ce que disait le chef d'état-major des armées, et ce que disait d'ailleurs la Cour des comptes il y a en fin juillet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas adéquation entre les missions et les moyens. Et donc je crois que le premier impact, c'est d'ailleurs ce que dit le général chef d'état-major des armées, c'est qu'on va être obligé de réduire la voilure si on veut. On ne peut pas rester avec cet étirement entre les missions et les moyens. Donc à un moment donné, on sait que le précédent gouvernement a laissé les armées dans un état quand même très très compliqué, des armées qui sont sous-entraînées, avec des matériels qui s'usent, etc. Donc aujourd'hui, il faut réinvestir. Ce que disait Jean-Dominique Mercier est vrai, on est à la ressource, comme on dit en aviation, mais désormais, il faut vraiment remonter. Et encore une fois, c'est ce que la nation doit aux soldats, comme le dirait Georges Clemenceau. On doit aux soldats leur protection, et je rappelle que c'est un des points sur lequel insistait le général de Villiers, qui disait « Je n'ose plus regarder mes soldats dans les yeux, parce que je sais que je les envoie dans le danger sans les moyens que je leur dois. » Donc il y a ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, comme ça a été dit, le président Macron doit avoir des armées qui correspondent aux enjeux et aux menaces qui sont grandissantes aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, ça n'est pas le cas parce que, encore une fois, les armées sont sous-entraînées, elles sont sous-équipées, elles sont fatiguées et elles sont trop réparties sur de trop multiples théâtres d'opérations. Il y a quand même un changement de méthode, notamment avec la création de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Ça a été confié à Arnaud Danjean là, pour préparer la loi de programmation militaire. Il y a quand même une prise de conscience de la situation, Jean-Dominique Mercier. Je crois que la prise de conscience, elle est là depuis longtemps. Ce qui manque, c'est les moyens. La France est un pays pas très riche, à vrai dire. On a des finances publiques difficiles. Le taux, les prélèvements obligatoires, c'est 54% du PIB. Enfin, donc voilà, on voit bien qu'il y a des choix difficiles. Les impératifs, on les connaît. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'argent, donc il faut faire des choix. En même temps, je voudrais quand même pas oublier, il faudrait que les Français n'oublient pas quelque chose, c'est qu'on a une armée qui fait l'admiration de nos alliés. Malgré les difficultés dans lesquelles elle se débat, des difficultés matérielles, des difficultés d'entraînement, tous nos grands alliés, les Américains, les Anglais, les Allemands, disent les Français, vous êtes vraiment très bons. Et c'est la réalité. On a quand même une armée d'excellent niveau, très opérationnelle, dans des gammes très différentes, depuis les sous-marins nucléaires, lance-engins de la dissuasion, jusqu'aux gars qui patrouillent dans les rues des villes dans l'opération Sentinelle. On voit bien que sur toute la gamme, donc ça veut dire que quand même, on arrive à faire des choses plutôt bien avec des moyens restreints. Il faut pas non plus qu'on tombe dans une vision trop négative des armées françaises. C'est effectivement le professionnalisme des armées. Non, mais c'est ça. Ce que dit Jean-Dominique Mercier est parfaitement vrai, mais la variable sur laquelle on tire, c'est le moral des troupes. C'est le moral des troupes qui est basse, qui amène les épouses des militaires à défiler, etc. Comme le disait à juste titre le général de Villiers, quand vous tirez trop sur la corde, à la fin, elle finit par casser. Le général chef d'état-major des armées disait fort justement, aujourd'hui, nous sommes en train de voyager en première classe avec un billet de seconde. Il dit jusqu'à présent, c'est pas fait attraper par la patrouille. Mais il faudrait racheter un billet de première avant de se faire attraper. Je crois que c'est exactement ça le problème. Oui, on est encore en première classe, Jean-Dominique Mercier l'a dit, mais ça va pas durer longtemps. Il y a quand même des créations de postes aussi, Christian Cambon, 500 créations. Je veux juste répondre à Jean-Dominique Mercier pour dire que nos alliés sont tellement admiratifs qu'ils nous laissent singulièrement seuls. Car j'observe quand même qu'au Sahel, dans l'attente de ce G5 Sahel que le président de la République et d'autres vont aider à se constituer, nous envoyons 4000 soldats que nous exposons sur un territoire qui doit faire plus de 5 millions de kilomètres carrés, ce qui n'est quand même pas très facile. Et on aimerait là aussi que l'Europe prenne la mesure de la sécurité collective que la France assure avec ses propres hommes. Parce que la sécurité au Sahel, c'est la sécurité en Europe. Et ça, on le sait bien. Alors, sur le budget, lorsque nous avons examiné programme par programme, il y a évidemment des très bonnes choses. Et on a donné 500 créations nettes d'emplois, par exemple, amélioration de la vie aussi quotidienne, des armées, de leur famille. Imaginez par exemple que si on applique la circulaire, la directive travail de l'Europe, ce sont 6000 ETP, équivalent emploi à temps plein, qui sont immédiatement supprimés par la gendarmerie. La même chose dans les forces aériennes. Donc, si vous voulez, il faut véritablement accepter de fournir cet effort budgétaire nécessaire et surtout ne pas se laisser rattraper par les budgétaires, par Bercy, disons les choses telles qu'elles sont, les politiques sont là pour le dire, qui
donne d'une main et rattrape de l'autre. Et c'est contre ça que nous nous opposons. Nous comprenons très bien qu'on vient de très loin et tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont leurs responsabilités, car les armées étaient très disciplinées, elles ne protestaient que rarement quand on leur supprimait des crédits. Donc il faut remonter... Il faut dire que le contexte aussi a changé avec des attaques terroristes bien entendu, en France, sur notre propre territoire. Vous évoquez la revue stratégique. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que depuis 5 ans, le contexte a considérablement changé. On est maintenant face à des États-puissances. Regardez le comportement de la Corée, qui se permet quand même d'envoyer des missiles balistiques intercontinentaux à la face du monde et des grandes puissances. Mais on peut parler de la Russie, de la Turquie, de bien d'autres pays qui agissent pour leurs intérêts. On voit bien par ailleurs que le terrorisme frappe tout le monde. Ça va de l'extrême pointe de l'Indonésie jusqu'aux États-Unis en passant par l'Europe. Barcelone, la liste est effroyablement longue de tous les pays qui ont été touchés. Et on oublie souvent de parler aussi d'une troisième menace, c'est la menace informatique, la menace de ces nouvelles armes qui peuvent mettre un pays à genoux en l'espace de 3 heures. Là aussi, il y a quand même des efforts qui sont consacrés aux moyens du renseignement, à la cyberdéfense. J'évoquais 500 créations nettes d'emplois. On nous dit 400 postes supplémentaires pour ce secteur. On ne le conteste pas, on l'encourage. Mais vous voyez bien que si à chaque fois on vote ce budget sur la base des chiffres que vous évoquez, et puis qu'au début de l'année prochaine, on dit, écoutez, excusez-nous, il y a 700, 800, 900 millions, 1 milliard qui vont disparaître parce que la technique budgétaire fait que... C'est ça qui n'est plus tolérable. Qu'on nous dise, vous avez telle somme, et cette somme, le 31 décembre, elle sera dépensée. Ça se passe dans tous les grands pays occidentaux. Il n'y a pas de raison que la France continue ces très mauvaises méthodes. Général Desportes, ensuite, tout ce que vous avez dit est parfaitement juste, les postes créés, etc. Mais il faut bien comprendre que nous sommes dans une époque de rattrapage. Et Et aujourd'hui, les 1,8 milliards sont au fond du financement de mesures déjà décidées. Donc on est en train de rattraper, de combler des trous. Donc si à ce budget de 1,8 milliard, sur ce budget, on enlève 1,550 millions, alors le rattrapage n'est pas fait. Il faut bien comprendre que la véritable remontée en puissance, elle commencera au mieux en 2019. Là, on est en train de rattraper, de se remettre à peu près à niveau, et donc de manière à pouvoir repartir vers une défense qui correspond aux menaces. Donc aujourd'hui, il ne faut surtout pas que ça se passe comme ça, sinon on va attendre encore 1 an pour pouvoir faire cette remontée en puissance. Et la bosse ne va cesser d'augmenter. Oui, je crois que, en fait, ce qui nous a embêtés aussi, c'est l'annonce d'efforts inédits. En effet, tout ça a été présenté comme si d'un seul coup, on se rapprochait en effet de ce que nous voulions. Et nous voulions y croire. Mais le travail qui vient d'être effectué depuis quelques semaines nous a démontré, et nous avons voté chaque ligne budgétaire. Donc, en effet, nous avons un avis favorable sur un certain nombre de lignes budgétaires. Mais l'essentiel, en tout cas c'est le programme 146 d'équipement des armées, là pour le coup le compte n'y était pas. Et donc je crois qu'il y va de la responsabilité aujourd'hui des politiques, à un moment où nous travaillons à la transparence et de dire la vérité. On veut croire que tout va bien et que tout ira mieux, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je pense que ce moment est important pour nous. En tout cas, c'est un moment fort dans la vie politique, de débattre du budget et du contrôle de l'exécutif aussi. Parce que les annonces sont belles, mais derrière le rideau, et c'est ce que je dirais tout à l'heure pendant la discussion générale, derrière le rideau, le décor n'est pas aussi reluisant qu'on veut bien le présenter. Et je crois que nous avons ce devoir de vérité. Jean-Dominique Mercier. Oui, quelque chose qui d'important qui vient d'être dit, c'est qu'il faut dire la vérité. Or, l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on est face à des insincérités, des non-sincérités réciproques dans cette affaire. Prenons par exemple le cas du financement des opérations extérieures. On sait toute la polémique qu'il peut y avoir. On savait qu'elles allaient augmenter, ces opérations extérieures. Je parle du précédent quinquennat. Or, il a été décidé par le ministère de la Défense de baisser le chiffre des provisions budgétaires. On était à 630, on est passé à 450, alors qu'on savait qu'on serait vers le milliard. Tout ça pour dire, finalement, c'est pas nous qui allons le payer, et ce sera en collectif budgétaire de fin d'année en interministériel. Il y a eu des tas de rapports parlementaires, il y a eu des rapports de la Cour des comptes qui nous disent que ce sont des méthodes qui ne sont pas sincères. Et c'est vrai, ce n'est pas sincère, au fond, ce n'est pas très responsable de faire ça. Donc, on est face à des gens qui se renvoient en permanence des responsabilités. Vous avez un rapport de la Cour des comptes qui dit, là, cette semaine, un référé de la Cour des comptes, qui dit, par exemple, vous êtes gentils, les militaires, mais le prix, le coût de chaque équivalent emploi au ministère de la Défense a augmenté de 10% au cours des dernières années, alors que dans le reste de la fonction publique, il a augmenté de 5%. Schématise les chiffres. Donc, effectivement,
Alors tout le monde se renvoie en permanence au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif, entre Bercy et la Défense. Tout le monde passe son temps à se renvoyer la responsabilité. Il faut, à un moment, essayer de sortir de cette logique infernale. Manifestement, on n'y est pas. Un discours de vérité, Christian Cambon, aussi un débat approfondi sur les opérations extérieures, les fameuses OPEX, la condition militaire et le fonctionnement de ces opérations extérieures. C'est ce que vous demandez ? Oui, alors déjà sur la condition militaire, il y a un point positif et je souhaite en rendre hommage à la ministre, c'est qu'elle a ouvert ce champ. C'est assez nouveau de parler de la vie des militaires et de leur famille. Et de leur famille. Car il y a toute une problématique autour de cela qui entraîne du reste la défidélisation des armées, c'est-à-dire que de plus en plus de militaires dans des pourcentages très importants, sitôt leur contrat terminé, au lieu de renouveler leur contrat, ce qu'ils faisaient excessivement souvent, s'empressent de partir et d'embrasser d'autres carrières. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxièmement, en ce qui concerne les OPEX, on voit bien que le fait d'avoir déployé des milliers d'hommes dans des conditions extrêmement dangereuses, extrêmement difficiles, ce ne sont pas les Rafales qui protègent nos hommes dans le massif des Iphoras. C'est du travail, j'allais dire, c'est du travail d'artisanat, c'est manuel. Vous pouvez être allumé par quelqu'un qui est à 10 mètres de vous et que vous n'avez pas repéré. Et donc, il est assez normal que le coût par emploi augmente parce que les technologies sont plus importantes. La transmission, les armes et la protection. On parle simplement du revenu à la fin du mois. On ne parle pas du tout des coûts. Le revenu à la fin du mois, encore faudrait-il du reste que le système de paye des militaires fonctionne. Il fonctionne maintenant. Mais je précise simplement de quoi je parlais. Il s'agit de ce que gagnent les gens. De ce que gagnent les gens à la fin du mois, leur solde. Général Desportes, on parlait quand même de cette revue stratégique de défense. Ça, c'est une nouveauté pour préparer aussi la loi de programmation militaire. C'est quand même une méthode qui va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que, regardons ce qui s'est fait avant, les 2 derniers livres blancs ont été totalement décrédibilisés. L'exercice du livre blanc a été décrédibilisé. Pourquoi ? Les 2 derniers livres blancs, celui de M. Sarkozy, celui de M. Hollande, avaient chacun 2 parties. La première partie expliquait que le monde devenait de plus en plus dangereux et la deuxième partie expliquait qu'en conséquence, il était nécessaire de diminuer les budgets de la défense. Les 2 étaient faits comme ça. Donc là, l'exercice est différent. On a une revue qui ne s'occupe pas, je dirais, de produits, enfin de choses matérielles, qui, voilà l'état du monde. Et derrière, la représentation nationale va réfléchir aux moyens. Mais on va les déconnecter. C'est d'autant plus important qu'on sait tous que la deuxième partie des livres blancs était écrite à l'Élysée. D'accord ? Et que ce n'était pas les commissions qui les écrivaient. Au fond, c'était un exercice, comme dirait M. Merchet, un exercice insincère. Et donc, j'espère qu'on va aller vers quelque chose de sincère et que le contrôle parlementaire, qui est extrêmement important, pourra être exercé. À ce contrôle parlementaire qui est fondamental, je rappelle que 2 officiers de haut rang ont dû quitter les armées. Je pense au général Soublé, qui s'est exprimé pour avoir donné des chiffres exacts devant la représentation nationale. Il a dû quitter les armées et que le général De Villiers, disant des vérités à l'Assemblée nationale, a dû également quitter les armées. C'est anormal. C'est anormal. L'Assemblée nationale a droit à la vérité. Oui, moi je pense simplement que cette revue stratégique a été réalisée en un temps record, sur 3 mois, alors que quand même les livres blancs avaient pris un petit peu plus de temps. C'est pas dans la longueur que forcément on arrive à un produit meilleur. Sauf que là, je pense que cette revue stratégique, finalement, n'a pas de prospective. C'est-à-dire qu'elle établit un état des lieux très précis et correct, mais ne va pas plus loin. Et moi, je souhaiterais, en tout cas c'est ce que nous allons demander, que justement la représentation parlementaire soit bien représentée dans ce travail que nous devons faire dans cette deuxième partie, peut-être pour que, en effet, ce qui sera demandé soit un peu plus sincère, en tout cas aille dans le bon sens. Mais moi, je reste quand même sur ma faim. Je pense que nous n'avons dans cette revue stratégique que la moitié de ce dont nous avons besoin, puisque tout ce dont nous débattons actuellement, c'est des moyens qui manquent. Nous avons des hommes formidables, du matériel aussi qu'on nous envie. Je pense aux Rafales, par exemple. Mais après, il nous manque les moyens. Voyager en première classe, encore faut-il pouvoir payer son billet. Voilà. Ce sera la loi de programmation militaire. Voilà, absolument. Mais là, elle est déjà bien enclenchée. Et pour l'instant, nous n'avons pas été tellement sollicités. Enfin, je laisse le président pour conclure en ce débat, est-ce qu'un jour, ça sera sanctuarisé, ce budget de la défense ? Ça sera ma dernière question. Nous allons collectivement tout faire pour que, d'une part, la loi de programmation militaire soit une loi de vérité, car la revue stratégique a identifié les menaces. La loi de programmation militaire
qui est de la responsabilité du politique. C'est au politique de donner les moyens. Puisqu'il fixe les objectifs, il doit donner les moyens. Et donc la loi de programmation militaire donnera les moyens et fera en sorte, après, au gouvernement de le mettre en œuvre, car nous ne pouvons pas nous substituer non plus ni au président de la République ni au gouvernement. Mais en tous les cas, moi je prends l'engagement que la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat dise la vérité sur ces sujets, et nous allons énormément travailler avec l'ensemble des rapporteurs pour aller identifier là où les besoins sont absolument criants. Hélas, la liste est absolument impressionnante, hein, mais nous dirons ce qu'il convient de faire et pour avoir ce modèle d'armée complète qui permettent à la France de respecter son rôle. En séance tout à l'heure à 18h30. Absolument. Merci à vous Christian Cambon, merci Hélène Connemoré, merci Général Desportes, merci Jean-Dominique Mercier. Hervé Maurey, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était l'objet de cet amendement qui a été adopté hier? Est-ce qu'il a vraiment vocation à remplacer la réserve parlementaire? Écoutez, la suppression de la réserve parlementaire pose un vrai problème aux communes rurales et aux plus petites d'entre elles. Vous disiez tout à l'heure que c'était quelque chose, je crois, d'opaque, de clientéliste. Tout ça est totalement faux. Ça n'avait absolument rien d'opaque puisque chaque année, sur le site des assemblées, était publié le montant attribué à chaque parlementaire et l'usage qu'il en avait fait. Donc ça fait au moins 5 ans ou 6 ans que la réserve parlementaire n'était plus opaque. Ensuite, je ne vois pas en quoi elle était clientéliste, puisque je vois dans le département dont je suis élu, les maires demandaient à l'ensemble de leurs parlementaires, et en échange, on ne demandait pas une lettre de fidélité, une lettre d'engagement à voter pour nous. Tout ça, c'est vraiment du populisme que de dire ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des communes qui ne peuvent plus financer des projets. Parce qu'en plus, avec les subventions d'État ou de département, très souvent, il y a des planchers en dessous desquels vous n'avez le droit à rien. Et donc, pour ces petites communes-là, il n'y avait que la réserve parlementaire. Je vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, en septembre, j'ai été inaugurer différents équipements dans une commune de 80 habitants. Eh bien, si le maire n'avait pas obtenu de la réserve parlementaire de ses 3 sénateurs, ce qui montre bien que ce n'était pas du clientélisme, il n'aurait pas fait son abribus, il n'aurait pas refait la toiture de la mairie qui doit faire 15 mètres carrés, et il n'aurait pas restauré son lavoir. Et je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Je peux vous donner l'exemple d'une femme maire qui est venue me demander s'il y avait vraiment plus de réserve parlementaire. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, du coup, nous, le conseil municipal, on va devoir repeindre nous-mêmes la salle de la mairie. C'est ça la réalité des territoires ruraux. Alors évidemment, quand on est maire d'une grande commune, on n'est pas conscient de ça. J'ai eu cet échange avec le Premier ministre il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, la réserve parlementaire, ça servait à rien, 80 millions, qu'est-ce que c'est? Et je lui ai répondu ce que je vais vous rapporter à l'instant. Je lui ai répondu, c'est sûr que quand on est maire du Havre, on n'a pas besoin de 1 000 ou 2 000 euros pour réaliser un investissement. Mais quand on est maire d'une petite commune, je rappelle qu'en France, il y a encore 2 tiers des communes qui ont moins de 500 habitants, c'est tout à fait indispensable. Donc c'est vraiment du populisme et de la démagogie d'avoir supprimé la réserve parlementaire. Est-ce que vous avez soutenu cette mesure, Gilbert Roger? Est-ce que vous étiez favorable à l'instauration de cette nouvelle dotation? Je n'étais pas en séance hier, mais disons que je suis pour le maintien de la réserve parlementaire dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis. C'est 2,3 millions d'euros par an que nous ne donnions qu'à des collectivités territoriales. Là où je ne l'aurais pas soutenu, c'est dans l'idée qu'il n'y a que les petites communes. Désolé, en Seine-Saint-Denis, on a le malheur d'avoir Clichy-sous-Bois, qu'on voit souvent à la télévision, Sevran, et puis on a des très petites communes. Alors moi, j'ai soutenu le maire de la plus petite commune de notre département, Gournay-sur-Marne. Le maire est, paraît-il, sans étiquette. Sa première adjointe, qui est son épouse, était sur la liste UDI au sénatorial. Et ça n'a pas empêché que moi, socialiste, je donne pour cette collectivité la possibilité de toucher. Et quant à Sevran, par exemple, j'ai donné 40 000 euros pour un projet local dans une école. C'est énorme, parce qu'il ne les a pas sinon. Alors, c'est là la distinction, c'est que j'aurais aimé égalité pour les territoires, parce que dans les territoires comme ceux de la Seine-Saint-Denis, on en aurait eu besoin encore de la maintenir. Alors que et je m'aperçois que les députés... communes de moins de 2 000 oui, habitants, mais je comprends ce qu'ont voulu faire nos collègues, mais j'aurais aimé que ce soit sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y en a bien besoin aussi quand on est dans des territoires extrêmement durs et populaires comme ceux de la Seine-Saint-Denis.
Gérard Longuet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, sénateur. Les Républicains de la Meuse, on parle de cette solution de substitution qui a été adoptée par l'amendement d'Hervé Maurey hier au Sénat pour recréer une sorte de réserve parlementaire. En termes d'image du Sénat, est-ce que ça ne va pas nuire justement à l'image du Sénat alors que cette réserve parlementaire avait été supprimée dans la loi de moralisation de la vie politique? D'abord, peut-on moraliser la vie politique? Je crois que ce qui est le plus criminel pour la vie politique, ce sont les mensonges et les promesses irresponsables. Mais c'est une conviction personnelle, vous n'êtes pas obligé de la partager. Maintenant, pour revenir sur la DAP, il y a un petit historique qui n'est pas inintéressant. Premièrement, avant la DAP, c'est-à-dire avant les années 80, il y avait une réserve ministérielle et les parlementaires qui étaient bien vus obtenaient des subventions pour leur commune, parce que le ministre de l'Intérieur, sur le chapitre 67-51, les arrosait gentiment. Je crois que c'est Michel Rocard qui a créé la DAP. C'était un immense progrès, parce que tous les députés et tous les sénateurs avaient les mêmes droits, premièrement. Deuxièmement, la véritable origine de la réserve ministérielle et de la DAP, c'est le fait que Rivoli, avant Bercy, donnait de l'argent au rapporteur général du budget et au président de la commission des finances du Sénat et à l'Assemblée nationale également, pour récompenser les députés et les sénateurs assidus. Parce que l'expérience prouvait que le budget était mal défendu parce que les députés ou les sénateurs ne venaient pas. Et donc on les récompensait pour leur assiduité en leur donnant la possibilité d'aider les communes. Alors maintenant, je suis complètement d'accord avec vous. La DAP ne peut pas servir à remplacer une politique d'aménagement du territoire. C'est en quelque sorte un élément, un lien entre la vie locale et la vie parlementaire. Ce lien, il est détruit par l'interdiction du cumul. Et je trouve que ce que Hervé Maurey a présenté est une façon de rétablir le lien entre la vie parlementaire. Ça ne change rien, ça ne sauve aucune commune, mais ça permet d'établir un lien. J'ajoute enfin que c'est très agaçant dans un département, quand on connaît son terroir, de ne pouvoir rien faire pour les gens avec qui vous travaillez, alors que les préfets, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, d'ailleurs je suis un ancien sous-préfet, qui passent 2 ans, qui ne connaissent rien, larguent des subventions au hasard complet dans des domaines qui leur échappent totalement. Tout à fait. Peut-être Jade Zahab, comment réagissez-vous à cet amendement voté hier par le Sénat? Je précise que vous êtes un peu jugé parti, puisque vous-même, votre association, a bénéficié de cette réserve parlementaire. Bien sûr, et justement, je crois que là-dessus, mon propos démontrera que je ne le fais pas dans une visée de bénéficier de quelques fonds publics. Moi, je suis étudiant, je fais partie de la société civile, je crois à la vie politique, je crois au Sénat, j'ai fait un mémoire de recherche sur le Sénat, et je suis assez déçu, parce que j'ai l'impression que le Sénat n'a pas entendu le message de l'élection d'Emmanuel Macron d'il y a quelques mois. Si évidemment les communes ont droit à une aide publique, et l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas les aider, on parle bien des communes rurales qui représentent plus de 2/3 des communes en France, qui ont besoin de se financer. En revanche, je crois que, premièrement, c'est important de rappeler que la suppression de la réserve parlementaire fait partie d'une loi de moralisation. Et pardon, avec tout le respect que j'ai pour vous et l'admiration que j'ai pu avoir, je crois que je suis assez... j'allais dire atterré, mais en tout cas désolé que vous puissiez dire aujourd'hui, peut-on vraiment moraliser? Oui, parce que la société a besoin de moraliser. Moi, je souhaite m'engager parce que j'aime la chose publique, j'aime le travail quelque chose d'idiot déjà, la société civile. J'aime le travail que vous faites. En revanche, vous entendre dire que souhaiter moraliser n'est pas acceptable, ou en tout cas c'est une mensonge. Mais au nom de la morale, que de crimes commettons contre la démocratie. Totalement en désaccord avec vous. Et je tenais à vous le dire. Par la suite, sur la question de la réserve parlementaire, évidemment, elles ont besoin d'aide. Et je crois que ce qui était en question dans le sujet de cette réserve parlementaire, ça n'est pas ni les montants, ni pourquoi, mais comment. Et ce qui est absent de l'amendement qui a été adopté, et moi ce qui me surprend, et je crois que le débat doit être ouvert là-dessus, c'est rien dans l'amendement n'indique comment est contrôlée l'attribution à tel plutôt qu'à tel. En l'occurrence, quand un préfet attribue de la DETR, prenez les délibérations, c'est une délibération publique qui est prise par le conseil municipal pour l'autoriser à recevoir. Une décision discrétionnaire d'un député ou d'un sénateur ne le peut pas. Mais est-ce que vous savez comment était attribuée la réserve parlementaire? Est-ce que vous savez comment était attribuée la réserve parlementaire? On va laisser peut-être...
que vous savez, terminer, ensuite on donnera aussi la parole à Bernard Chenvel. Je crois que les communes ont le droit d'être aidées. Et je regrette simplement que vous n'ayez pas mentionné, par exemple, que cette aide, parce que ce qui est écrit dans l'amendement, c'est la réserve parlementaire est proposée par un député ou un sénateur, ou un député et un sénateur. Pourquoi n'y a-t-il pas un contrôle? La Cour des comptes, une commission indépendante, c'est simplement ça. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Délibération publique. Est-ce que vous savez comment ça Hervé Maurey fonctionne? répondait, on donnera la parole ensuite à Bernard Chenvel. Moi, j'aimerais simplement savoir si monsieur sait comment était attribuée la réserve parlementaire. Est-ce que vous savez que c'était un dossier qui était instruit par le ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous savez que le ministère de l'Intérieur vérifiait qu'il ne manque pas la moindre pièce? Est-ce que vous savez que si d'aventure il y avait un commencement de travaux simplement limité à la signature d'un devis, le dossier était rejeté? Donc, que vous qui va décider là dans votre amendement? Laissez-moi finir. Doit accepter le conseil, de recevoir la dotation parlementaire. Bien sûr. C'est un vote du conseil. Et ça, absolument pas de ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de choquant? Je parle. Attendez, je finis. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Vous allez dire c'est discrétionnaire. Mais quand un préfet décide de vous donner ou non de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, cette année ou l'année prochaine, c'est pas discrétionnaire? Tout est discrétionnaire. Peut-être on va donner la parole à Bernard Chenvel, il n'a pas encore parlé. Oui. Et pour vous donner un exemple comparable à celui qu'a donné mon collègue socialiste, moi aussi je peux vous donner quantité de communes auxquelles j'ai apporté un concours, en sachant très bien que le maire ne voterait pas pour autant pour moi. On va entendre Bernard Chenvel qui représente le mouvement Nous Citoyens sur ce plateau. On est dans la démagogie pure et le populisme. Bernard Chenvel, allez-y. Comme cette loi dite de Hervé Maurey, s'il vous plaît. Donc j'entends bien que pour vous, moraliser, c'est populiste. C'est simplement ça. Bernard Chenvel, allez-y. En tant que jeune, me scandalise. Mais vous êtes un élu de la nation. S'il vous plaît, on laisse parler Bernard Chenvel. Ne me faites pas le procès de la jeunesse. Je crois que le besoin de moralisation, il existe dans l'ensemble de la société. S'il vous plaît, on donne la parole. Et la loi dite de moralisation ne moralise rien du tout. Hervé Maurey, s'il vous plaît. Merci en tout cas de nous donner la parole. Le mouvement, le parti même que je représente, qui s'appelle Nous Citoyens, il s'appelle comme ça en réponse au mois président de François Hollande il y a 4 ans. Et depuis 4 ans qu'il a été fondé, nous avons toujours essayé de défendre l'idée qu'il fallait apporter de l'ambition d'une part, du bon sens d'autre part, dans la vie politique en général et dans la gestion des choses publiques, de la vie politique en particulier et dans la gestion de la chose publique en général. Et ambition et bon sens dans le domaine de l'économie, mais c'est pas le sujet. Ambition et bon sens dans le domaine social, mais c'est pas le sujet. Ambition et bon sens dans le domaine de l'écologie, c'est pas le sujet. Ambition et bon sens dans le domaine de la politique, par contre, je crois que c'est le sujet. Ambition, qu'est-ce que c'est? Ambition, c'est de faire confiance aux échelons locaux, de faire confiance aux territoires, de faire confiance aux collectivités locales, aux associations, même, j'allais dire, même aux familles, pour gérer les questions du plan local. Le bon sens, qu'est-ce que c'est le bon sens en politique en lien avec ce que l'on discute aujourd'hui? C'est essentiellement le fait que la représentation nationale, que ce soit l'Assemblée ou que ce soit le Sénat, a été élue pour gérer les grandes affaires de l'État, pour représenter leur territoire afin de voter les lois, pas pour la gestion même partielle des territoires en question. C'est pourquoi nous estimons effectivement que la suppression de la réserve parlementaire était une bonne chose, très très clairement, et que nous ne pouvons soutenir rien qui soit là pour éventuellement suppléer. Il y a aussi une autre raison, si vous le permettez, j'en ai bientôt fini, une autre raison, c'est que nous estimons aussi qu'il n'est pas du tout sain que même si nous sommes prêts à admettre effectivement que pour donner les moyens à ces échelons locaux de travailler et d'exercer leurs responsabilités, il faut qu'ils aient notamment les moyens financiers. Donc il ne s'agit pas de dire qu'ils ont les moyens financiers, il faut les aider, mais nous estimons que ça n'est pas pour des raisons de répartition, si je puis dire, des pouvoirs, ni au Sénat, ni à l'Assemblée, de gérer un fonds public de ce type-là. Donc nous sommes manifestement... Oui, parce que ça rejoint l'argument de Jacqueline Gouraud. Constitutionnellement, monsieur a parfaitement raison. C'est ça, c'est l'argument de Jacqueline Gouraud. Le législatif une subvention publique ne peut pas être distribuée par le Parlement au nom de la séparation des pouvoirs. La ministre l'a rappelé hier. Constitutionnellement, c'est parfaitement vrai. J'ai rappelé sur le plan d'anecdote la raison historique. Parce que la vérité, c'est que les communes obtenaient des subventions, mais puisque vous parlez de morale, par le seul fait de lien entre un parlementaire de la majorité et le ministre de l'Intérieur de la même majorité. Il se trouve qu'un homme politique considéré généralement comme honnête, Michel Rocard, a décidé que ce lien devait disparaître et que les mêmes avantages devaient être offerts à tous les parlementaires sans considération de leur étiquette et au bénéfice du territoire. C'est marginal
Et dans une société où, en effet, des préfets qui sont de passage ont la liberté, sans aucun mandat reçu du peuple, et sans rendre compte au même peuple, de distribuer beaucoup d'argent, je ne trouve pas choquant que d'une façon marginale, des parlementaires qui, eux, rendent des comptes aux électeurs et aux élus, puissent participer à la vie locale. Vous considérez que les parlementaires n'ont pas à participer à la vie locale. Vous êtes également, j'imagine, pour l'interdiction totale du cumul. Vous aurez donc, je ne sais pas, je ne connais pas vos convictions sur ce terrain, mais c'est en tous les cas la règle aujourd'hui, puisqu'un parlementaire ne peut plus gérer un exécutif. Donc nous aurons des parlementaires hors sol. Je pense que ce n'est pas un gain pour la démocratie. Jacques Zahab et ensuite Hervé Maurey. Il ne peut pas être chef de l'exécutif. En revanche, pour le cas d'une mairie, il peut être un conseiller municipal. Oui, parmi d'autres. d'autres. Il n'est pas hors sol. Et c'est simplement la fonction exécutive. C'est quand vous tenez le volant. C'est quand vous tenez le volant que vous apprenez à conduire. Hervé Maurey, ensuite, alors peut-être Gilbert Roger, vous souhaitez Oui, je voulais dire que tout d'abord, moi je suis sénateur, donc je suis sénateur d'un département. C'est ça ma circonscription. Ça n'est pas la commune de Bondy où j'ai été maire pendant presque 19 ans. C'est pas celle-ci. Et étant dans une circonscription, j'ai pu participer parce que ce que vient de dire Gérard Longuet est vrai. Il y avait à la disposition 135 000 euros par an, mais ces 135 000 euros, ça passait pas par moi. C'est le ministère de l'Intérieur qui le gère et vous me laisserez votre adresse Internet. Je vous enverrai la lettre que le ministre écrit directement au maire pour lui dire qu'il y a une attribution d'une subvention. On entend bien ces arguments, mais alors le gouvernement a bien voulu supprimer cette réserve parlementaire. Mais le gouvernement, il l'a fait. Quand on voit les marcheurs dans différentes instances, ils nous disent « Ah, on s'est aperçu que les maires viennent nous voir, qu'éventuellement des grandes associations, style Resto du Cœur, Secours Populaire, etc., du département viennent nous voir en disant « Et la réserve parlementaire ?» Et on ne peut pas en donner, on ne savait pas ce que c'était. Oui, on leur a fait faire une connerie, excusez-moi de l'expression, et maintenant... il y a effectivement 86 millions. Moi, je disais, mon département, je le répète, 2,3 millions en moins. Et c'est pas Bercy qui va le redonner aux communes. Et dans les petites communes dont vous parlez, c'est la même chose. Là-dessus, monsieur le sénateur, entendez-moi bien, je ne suis absolument pas en train de dire que les procédures d'attribution des réserves parlementaires étaient faites sans aucun cadre législatif. Vous l'avez dit. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la procédure de choix qui est opérée par le député ou le sénateur, telle qu'elle était avant la suppression par la nouvelle majorité, et comme elle est introduite aujourd'hui, le choix politique qui va être fait de plutôt cette commune que cette commune n'est pas encadré. Et j'aimerais vous faire réagir à des propos d'un de vos collègues sénateurs hier, le sénateur Jean-Pierre Grand, sénateur de l'Hérault, qui a déclaré il n'aura bientôt plus que 200 sénateurs et 400 députés, par conséquent, il faut maximiser la représentation nationale dans les territoires. Il utilise cet argument, ça n'est bien évidemment pas le vôtre, mais c'est ce qu'il dit pour justifier cette mesure. Mais même là-dessus, moi, je suis contre. En tant que membre de la société civile, en tant que dirigeant d'une association qui, entre parenthèses, milite pour faire connaître l'Assemblée nationale et le Sénat, je suis attristé de voir que la vision, qui n'est sans doute pas la vôtre, en tout cas qui est celle du sénateur Grand, qui est de dire qu'aujourd'hui, la seule façon de maximiser la représentation nationale dans les territoires, c'est via l'aspect financier. Je le regrette parce que je suis un amoureux du Sénat et du travail parlementaire de manière générale et qu'il y a sans doute il faudrait regarder la Constitution de la Cinquième, qui a quand même quelque Rapidement, Hervé Maurey, pour que tout le monde puisse s'exprimer. La procédure d'attribution, mais qu'est-ce que vous en savez de la procédure d'attribution ? Moi, je peux vous dire que je prenais les dossiers dans l'ordre où ils arrivaient. Et si vous regardez, parce que c'est public, les communes auxquelles j'ai pu attribuer des subventions, eh bien, vous verrez qu'il n'y avait pas que des maires ouvertement amis d'Hervé Maurey. Et j'ai pris tout à l'heure des exemples très concrets de communes qui n'auraient pas pu réaliser des projets sans réserve parlementaire. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand un maire m'a appelé il y a encore quelques mois en me disant « j'ai 2 fenêtres à changer à la mairie, j'en ai pour 3 000 euros ». Le département me dit qu'en dessous de 5 000 euros, j'ai le droit à rien. Et le département ajoute, c'est toujours le maire qui parle, vous avez qu'à changer 3 fenêtres. Si c'est de la bonne gestion d'argent public,
Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait comme n'importe quel collègue? J'ai donné 1 500 € parce qu'on avait le droit d'aller jusqu'à 50% de l'assiette subventionnable. Aujourd'hui, on fait quoi? Messieurs les sénateurs, je ne nie pas effectivement que la suppression de cette réserve parlementaire va conduire, ou conduit déjà, des associations à ne plus avoir les fonds correspondants, c'est très clair, ou des clochers d'église qui ne se font plus. C'est une réalité, ça n'est pas nié. Mais ça n'est pas parce que les procédures qui vont avec l'attribution de ces subventions au niveau de parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou à l'Assemblée nationale, c'est pas parce que ces procédures sont correctes, je ne les connais pas dans le détail, mais je ne mets absolument pas en doute les procédures en question. Ce n'est même pas parce qu'il existe d'autres procédures. Vous parlez des préfets qui distribuent des subventions un peu dans tous les sens et sans contrôle. C'est tout à fait possible. Ça n'est pas pour cela qu'il faut pour autant rétablir une façon de procéder qui n'est, à mon avis, constitutionnellement pas correcte. Il faut trouver d'autres moyens.